Les armes au poing, Olaf Tryggvason, roi et unificateur de Norvège, jette un regard autour de lui. Voilà plus d'une demi-journée que lui et ses hommes se battent sans répit au milieu de la mer. Trahi par un de ses plus vieux amis, il est tombé dans une embuscade. Il n'y a plus de flèches à tirer, et les épées émoussées ne peuvent plus tuer les ennemis qui arrivent sans cesse. Le roi regarde la mer, il inspire profondément. Comprenant sa défaite et décidé à ne pas se faire prendre vivant, il se jette à l'eau. Mais comment Olaf, cet enfant esclave, a-t-il pu en arriver là ? Hey, Laxene. Bon, ça veut dire salut les saumons en norvégien. Et évidemment, je ne vous parle pas de cette poiscaille nordique par hasard aujourd'hui, puisque je vous propose d'aller dans une contrée très lointaine, majestueuse et mystérieuse. La Norvège. Nous allons remonter les fjords et le temps pour revenir 1000 ans en arrière, au temps des Vikings. Alors oui, j'imagine qu'à ce moment-là, vous vous voyez à la proue d'un redoutable navire, prêt à piller des villages, à mater des seigneurs qui contestent votre autorité et à aborder sur des rivages sauvages, en quête de femmes, d'or et de gloire. Bon bah écoutez, c'est totalement le programme, mais en plus épique. Oui, c'est possible, vous allez voir. Car notre héros d'aujourd'hui est un viking pur jus. Et paradoxalement, s'il est très populaire en Scandinavie, il est presque inconnu au bataillon en France. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a à dire sur lui. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai un invité spécial aujourd'hui. Alors c'est pas le viking, il est mort, hein, je vais pas vous spoiler trop, mais voilà. On va dire plutôt que j'ai son descendant direct, c'est-à-dire Charles, rédacteur barbu, qui sera ravi de vous apporter quelques compléments. Hey Laxene. Tout à fait, puisque notre personnage du jour a été tour à tour esclave, chef de la garde du prince de Kiev, gendre du roi d'Irlande, puis finalement roi de Norvège. Et accessoirement, on raconte qu'il savait jongler avec 5 dagues en même temps et qu'une de ses femmes a tenté de le tuer pendant la nuit de noces. Bref, un CV assez exceptionnel qui ferait certainement passer une série Netflix pour une partie de Scrabble en maison de retraite. Du coup, les saumons, est-ce que vous êtes prêts? Dans le cas échéant, enfilez vos côtes de mailles, affûtez les lames de vos haches et prenez votre air le plus terrible, car nous mettons le cap sur l'époque viking. Et le temps de la traversée, je vais vous conter l'histoire du roi Olaf Tryggvason. Tout commence alors que nous sommes sur un marché en Europe de l'Est, il y a un peu plus de 1000 ans. Un homme repère des prisonniers que des pirates mettent en vente comme esclaves. Un vieillard et un petit garçon. Il achète le garçon contre un mouton et un tonnelet de bière. Eh ben, ça vaut pas très cher une vie humaine. Le marchand lui offre le vieillard, mais comprenant que ce dernier ne lui servira à rien, l'homme le tue sous les yeux de l'enfant. Bon, ce type ne le sait pas encore, mais il vient d'assassiner le beau-père d'Olaf, sous les yeux de ce dernier. Et ça, le futur roi n'est pas prêt de l'oublier. Attends, mais comment il est passé de esclave à roi? Alors oula, ça c'est une longue histoire qui commence en Norvège. Il faut dire qu'à cette époque, l'Europe c'est un joyeux bordel. Ah, clairement, on est dans une partie de Medieval Total War qui n'est pas prête de se terminer. Pour faire simple, il y a d'un côté le clan des Danois, qui ont un royaume relativement uni et qui s'occupent en envahissant l'Angleterre. Et de l'autre, on a les Norvégiens qui peinent à s'entendre entre eux. En fait, ils sont organisés en plein de royaumes indépendants plus ou moins grands. Un roi a bien essayé d'unifier tout ça, mais tout s'est disloqué à sa mort. Un peu comme le royaume de Clovis en France. Bref, le fils de ce roi tente de poursuivre l'unification, mais il est assassiné alors que sa femme est enceinte. Et cet homme n'était autre que le père d'Olaf. Sa mère est contrainte de s'enfuir avec lui alors qu'il n'est qu'un nouveau-né. Il va d'abri en abri, mais est finalement capturé par des pirates, alors qu'avec sa mère, il tente de se rendre chez son oncle, à la cour du roi de Kiev. Ils sont séparés, mais Olaf reste avec son beau-père, jusqu'à ce que ce dernier, comme on l'a vu au début, soit tué sous ses propres yeux. Mais je vous rassure, hein, Olaf finira par changer de maître et sera à nouveau revendu contre un manteau, ou une cape. On sait pas trop, ça dépend des traductions. Décidément, ça vaut vraiment pas cher une vie humaine. Oui, il devient alors Frael. Chez les Vikings, 3 castes forment la société. La classe des Jarls désigne la noblesse, grande ou petite. Les Karls, eux, forment la caste des hommes libres. Les Thrael, catégorie à laquelle appartient Olaf, sont les esclaves. Mais même s'il est tout en bas de la société, Olaf n'est pas maltraité ni misérable pour autant. Et oui, puisque chez les Vikings, l'esclave est une personne à part entière et n'est pas spécialement traité comme une sous-merde. D'ailleurs, il peut facilement retrouver sa liberté en la rachetant avec de l'argent, en s'illustrant au combat ou grâce à une faveur de son maître. Et comment il a fait, Olaf, pour être libéré? Eh bien, coup de peau, après quelques années, il rencontre son oncle, qui travaille pour le roi de Kiev. Son oncle le rachète, mais il y a un petit problème. Une fois libre, Olaf croise par hasard l'homme qui l'avait capturé, séparé de sa mère, vendu contre de la bière et qui avait tué son beau-père sous ses yeux. Bref, le gars qui avait pas été très sympa. Et pour se venger, Olaf le tue d'un coup de hache dans la tête. Ça, c'est Viking! À l'issue de ce petit incident, Olaf vient quand même de commettre un meurtre, il est emmené chez la reine pour répondre de son crime. C'est une femme sévère et droite pour qui la justice prime toujours sur la pitié. Et lorsqu'Olaf comparaît devant elle, elle lui dit « Oh, regardez-moi cette bouille! Il est trop mimi! On va quand même pas le condamner pour ça! » Et oui, c'est comme ça qu'Olaf entre au service du roi et de la reine de Kiev. Et du coup, il va passer le reste de son enfance et de son adolescence là-bas. On lui apprend donc à se battre, mais aussi à écrire.
c'est important. Et finalement, il devient chef de la garde royale. Mais son prestige devient si grand que le roi commence à se méfier de lui. En même temps, il faut dire que Olaf a tout pour plaire. Il est jeune, beau, grand, fort, intelligent et de lignée royale par-dessus le marché. Bref, bien assez de qualité pour faire de l'ombre à un roi. Et ainsi, sentant qu'il n'a plus trop sa place à Kiev, Olaf décide donc de partir. Il compte se lancer dans une activité lucrative très en vogue à l'époque. La poterie? Non, le pillage. Olaf monte donc une fine équipe et s'en va en vadrouille. Il se concentre principalement sur le nord de l'Allemagne, mais surtout sur l'Angleterre. Bien sûr, il lui arrive tout un tas d'aventures en chemin. Il se marie avec une princesse, devient un percepteur des impôts, plein de trucs. Pendant son voyage, Olaf se forge une sévère réputation et se lie d'amitié avec un autre viking, Sven à la barbe fourchue, le fils du roi du Danemark. Retenez bien ce gaillard car on reparlera de lui. Et surtout un jour, Olaf rencontre un vieil ermite chrétien. Je précise chrétien car Olaf est un païen convaincu. Cet ermite lui prédit qu'il sera mortellement blessé, mais que Dieu le sauvera. S'il se convertit, ça va de soi. Seulement quelques jours plus tard, la prophétie se réalise, et Olaf se baptise officieusement. Mais il n'arrête pas les massacres et les pillages pour autant. Ouais, enfin, il finit quand même par s'arrêter à un moment après s'être officiellement fait baptiser. Donc, avoir publiquement embrassé la foi chrétienne. En même temps, la cérémonie se déroule en présence du roi d'Angleterre, qui n'est autre que le parrain d'Olaf. Ah ouais, il a des contacts, le gars. Bon, maintenant qu'il est baptisé, Olaf cherche à se marier. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un excellent parti à prendre en Irlande. Puisque là-bas, apparemment, une princesse puissante et très belle cherche un époux. Alors bien sûr, elle a de très nombreux prétendants, mais ça n'empêche pas Olaf de tenter le coup. Rusé camillé, Olaf arrive incognito à la cour de la princesse, histoire de voir un petit peu comment elle est. D'ailleurs, il est même pire qu'incognito puisqu'il fait exprès de mettre ses habits les plus dégueulasses. Du coup, forcément, il fait un petit peu tache dans le décor, car tous les autres prétendants ont mis leurs plus beaux atours, leurs plus belles fringues, pour séduire la princesse. Et justement, cette différence fait que la princesse le remarque bien plus que tous les autres hommes. Il décide ainsi de se marier, mais un autre des soupirants s'oppose à leur union et provoque Olaf en duel pour empêcher le mariage. Olaf Tryggvason versus un mec random. Bon, calmez-vous, hein. Olaf lui met une raclée au calme, mais en grand seigneur, il lui laisse la vie sauve. Et c'est lors de ce séjour en Irlande que le passé d'Olaf va le rattraper. Puisque un beau jour, un homme arrive à sa cour, il s'appelle Thoreur, et ce n'est pas n'importe qui. Après la mort du père d'Olaf, un homme s'est accaparé le pouvoir en Norvège. Il se nomme Håkon et a pris la tête du pays grâce au roi du Danemark, ennemi de la Norvège, qui, de ce fait, contrôle indirectement la région. Les exploits d'Olaf et sa réputation sont remontés aux oreilles de Håkon, qui comprend que si l'héritier du royaume de Norvège revient, il risque d'être destitué. Il envoie donc un espion à la cour d'Olaf, et cet espion, c'est Thoreur. En fait, Thoreur est là pour vérifier que Olaf est bien l'héritier du trône. Parce que, oui, malin comme il est, Olaf a toujours fait attention à dissimuler ses origines. D'ailleurs, il ne se fait même pas appeler Olaf, mais Ole. Enfin, bon, Thoreur, l'espion, comprend rapidement que l'homme qu'il vient de rencontrer est bel et bien l'héritier du trône de Norvège. Et là, à votre avis, que va-t-il se passer? Trahison? Meurtre? Eh bien, un beau jour, ou peut-être une nuit. Non, pardon. Thoreur va voir Olaf et lui dit: Bon, en fait, je suis un espion de Håkon. Je devais t'influencer pour que tu viennes le voir en Norvège, et il t'aurait probablement zigouillé à l'occasion. Mais t'es un mec stylé, ça me fait chier de te mettre des douilles. Ceci dit, tu devrais quand même venir en Norvège, parce que personne peut blairer Håkon. Bon, évidemment, hein, il va pas dire ça mot pour mot, mais c'est l'idée. Hein. Et le pire, c'est que Thoreur, il est sincère, car une véritable amitié est née entre lui et Olaf. Alors ce dernier hésite un petit peu, mais entre-temps, sa femme, vous savez, la princesse d'Irlande, décède, et donc ça va le décider à partir, et reconquérir le royaume de son grand-père. Il saute donc à bord de son navire, et fait voile vers la Norvège. Alors là-dessus, le moins qu'on puisse dire, c'est que Olaf a bien fait de rentrer dans son pays. Il n'est même pas encore arrivé là-bas que de nombreux jarls norvégiens se rallient à sa cause. Il y a eu une révolte contre le roi de Norvège, et grosso modo, tout le monde veut qu'il dégage. Olaf reprend rapidement le pouvoir et promet une forte récompense à quiconque lui rapportera la tête de Håkon. Ce dernier est contraint de s'enfuir et d'aller se cacher sous le plancher d'une porcherie avec le dernier esclave qui lui reste. Esclave qui lui tranchera la tête dans son sommeil et l'apportera au nouveau roi, à Olaf donc. Mais comme Olaf n'aime pas les traîtres, il fait aussi décapiter l'esclave et fait empaler sa tête et celle de son maître sur des pics. Ça, c'est viking. Et ce n'est pas parce qu'Olaf est devenu roi qu'il compte se la couler douce. Au contraire, hein, il a un objectif bien précis, christianiser son royaume. Et oui, parce que depuis son baptême officiel, il prend sa nouvelle religion très au sérieux. Et ça le tracasse au plus haut point d'être à la tête d'un peuple païen qui prie devant des idoles. Oui, mais comme il a embrassé la chrétienté, il va convertir pacifiquement son peuple grâce au miracle et à la persévérance de la foi.
Non, pas vraiment du coup. Même pas du tout en fait. Car s'il y a bien une chose qu'Olaf a compris, c'est qu'on obtient plus facilement satisfaction après quelques bons petits coups d'épée. Ou de hache, évidemment. Il se met donc à christianiser son pays, et croyez-moi, ses méthodes sont tout à fait raccord avec sa personnalité. Par exemple, un jour, Olaf décide d'éradiquer la sorcellerie. Il fait bannir les sorciers de son royaume, mais évidemment, tous ne partent pas. Du coup, il convoque les récalcitrants à un fastueux banquet, où il y a à manger et à boire jusqu'à plus soif. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Game of Thrones? Bref. Une fois que tous les sorciers et les sorcières au banquet sont ivres, Olaf met le feu à la salle et tous meurent brûlés vifs. Enfin tous, sauf un chanceux ou pas, il sera capturé, attaché à un récif pendant la marée montante et mourra noyé. Ça, c'est Viking. Voilà, tout est bien qui finit bien. Non, pas vraiment quoi du coup. Un autre jour, le roi tombe sur un récalcitrant qui ne veut pas se convertir au christianisme et même pire, qui se moque de Dieu. Bien sûr, ça ne plaît pas du tout à Olaf qui décide de forcer le dur à cuire à avaler un serpent vivant. Du coup, le mec meurt. Voilà. Mais le coup d'éclat d'Olaf reste l'affaire du banquet de Hlader, lors d'une séance de Thing, l'assemblée des chefs. Des jarls s'insurgent contre le roi, qui leur parle d'adopter la religion chrétienne. Et ils sont d'autant plus outrés que bientôt doivent avoir lieu les grands sacrifices annuels. Et Olaf, malin comme à son habitude, fait profil bas et reconnaît à demi-mot qu'il s'est peut-être trompé sur la religion. Il envoie du coup des émissaires à tous les chefs et les invite à un grand banquet de réconciliation. Ça sent un peu le déjà-vu ça quoi, non? Les jarls viennent donc à la fête qui se déroule à merveille. Enfin, à peine le festin terminé, des hommes en armes font irruption dans la pièce et prennent en otage une partie des chefs. Alors Olaf se lève et leur dit « Je sais que vous ne serez jamais chrétien et que c'est à moi de reprendre les croyances païennes. J'ai cru comprendre que vous honoriez les dieux avec des sacrifices. En bon païen, j'ai donc décidé de faire de même, en sacrifiant une partie d'entre vous. Enfin, peut-être que vous avez changé d'avis et que vous souhaitez devenir chrétien. Ça, c'est Viking. » Suite à ça, inutile de vous dire que tout le monde s'est converti et fit ça. En parallèle de la christianisation, Olaf fait quelques conquêtes au détriment des Danois. D'ailleurs, sa réputation ne cesse de grandir, à tel point que la Norvège, jusque-là relayée au second plan dans le jeu diplomatique d'Europe du Nord, commence sérieusement à inquiéter les autres puissances, notamment la Suède et le Danemark. Le règne du roi continue jusqu'à ce qu'un jour, une belle jeune fille se réfugie à sa cour. Elle s'appelle Turi et n'est autre que la sœur de Sven. Mais si, Sven, vous vous souvenez? Sven à la barbe fourchue, le copain que s'était fait Olaf, lors de ses aventures de pillage sur la côte anglaise. Sauf qu'entre-temps, Sven est devenu roi du Danemark et d'Angleterre. Et si la charmante Turi s'est réfugiée chez Olaf, c'est parce que son frère a tenté de la marier avec un vieux noble, répondant au bon nom de Borislav. Et elle, comme elle n'a pas voulu, elle s'est enfuie pendant la nuit de noces et elle est partie chez Olaf. Parce que le roi a une sacrée réputation. Et cette réputation est parvenue jusqu'aux oreilles de cette chère Turi. Olaf accepte donc de l'accueillir à la cour et du coup je vous le donne en mille, rapidement il tombe amoureux et se marie. D'ailleurs ça ne plaît pas du tout à Sven à la barbe fourchue, le frère de Turi. Mais attends, Turi elle est pas déjà mariée du coup? Alors si, légalement, elle est l'épouse du vieux Borislav. Du coup, c'est lui qui a obtenu sa dot, notamment des terres. Elle n'arrête pas d'harceler son nouveau mari, Olaf, pour qu'il aille récupérer les fameuses terres. Seulement, voilà, des terres, notre cher roi de Norvège, il en a pas mal à gérer déjà, et il s'en fout clairement d'en avoir quelques-unes de plus. Mais Turi insiste tellement que Olaf finit par céder. Alors pas vraiment pour agrandir son royaume, mais juste pour que sa femme lui foute la paix. Il rassemble donc une armée et fait voile vers la demeure du vieux Borislav. Et Olaf ne le sait pas encore, mais cette aventure sera sa dernière. Borislav est un petit roi habitant au nord de l'Allemagne et à l'est du Danemark. Autrement dit, pour aller chez lui, Olaf doit s'éloigner de la Norvège et franchir le détroit entre la Suède et le Danemark. Pour les billes en géopolitique, c'est l'endroit idéal pour une embuscade. Car Sven à la barbe fourchue, le roi du Danemark, et la reine de Suède, à qui accessoirement Olaf a mis un râteau, sont bien déterminés à se débarrasser du puissant roi de Norvège qui leur fait tant d'ombre. Ils ne lui déclarent pas la guerre, mais préparent secrètement un plan pour l'éliminer. Ouais, ça sent un peu la douille. Et en chemin, un jarl allié à Sven rejoint Olaf. Mais il ne l'attaque pas, au contraire. Il se joint à lui pour aller chez Borislav. Mais vous vous en doutez, il y a de la fourberie dans l'air. Car une fois arrivé chez le vieux, qui d'ailleurs est totalement ok pour rendre les terres de sa femme, le jarl qui avait rejoint Olaf fait tout pour que ce dernier reste le plus longtemps possible sur place. En fait, il tente de gagner du temps, car dans le dos d'Olaf, Sven à la barbe fourchue, mais aussi la reine de Suède et un autre puissant jarl mobilisent leurs armées respectives. Et leur plan là-dessus est très simple, il s'agit de tendre une embuscade à Olaf lors de son voyage de retour. Et ils ont réussi? Eh bien... oui. Ils savent qu'Olaf va passer par un certain détroit pour rentrer en Norvège. Et ils l'attendent donc là-bas sagement avec leur navire. Le jarl qui accompagnait Olaf
fait mine de partir en éclaireur, mais en réalité il va rejoindre la flotte de Sven et attendre qu'Olaf tombe dans le piège. Ouais, c'est un sale traître, on peut le dire. S'ensuit une bataille navale épique qui va durer toute une journée, et contre toute attente, Olaf et ses hommes viennent à bout de 2 des 3 armées qu'ils ont à affronter. Mais arrivé à la fin de la journée, notre roi n'a plus qu'un seul navire à flot, le sien. Il continue alors de se battre avec une poignée de soldats qui peinent à tuer l'ennemi puisque leurs épées sont émoussées. Finalement, le navire du roi est abordé, mais Olaf est déterminé à ne pas se faire prendre vivant. Et après avoir infligé quelques ultimes branlées, il saute par-dessus bord et tombe sous la surface de l'eau. Mais la légende ne s'arrête pas là. Attends, t'es en train de nous dire que Olaf a survécu? Eh bien, mystère. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais d'après certains textes anciens, il aurait été aperçu dans des hauts lieux de la chrétienté, par exemple Rome ou Jérusalem. Le roi d'Angleterre, parrain d'Olaf, aurait même reçu des présents de la part de son filleul après sa mort. Mais aucun témoignage direct n'atteste qu'il ait survécu. Bref, vous l'avez compris, Olaf était un sacré phénomène, qui a eu 100 vies en une seule. Et comme je vous l'ai dit, ce personnage, bien que très populaire en Norvège, eh bien, est très peu connu en France. D'ailleurs, vous, est-ce que vous le connaissiez avant de voir cette bulle? Eh bien voilà, le sondage vient de s'afficher juste ici. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce cher Olaf et sa fascinante épopée, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les sources, elles sont là pour ça. Dans tous les cas, le roi Olaf Tryggvason a laissé une trace indélébile dans l'histoire de son pays. Alors bon, je vous raconterai bien comment la Norvège a réagi face à la mort de son roi, ou comment un autre roi s'est hissé sur le trône à seulement l'âge de 20 ans, et comment il a combattu sans cesse les Danois. Mais ça, la poiscaille, c'est une autre histoire. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu la poiscaille, et merci pour notre invité spécial. Bah c'était un vrai plaisir. Hein. Bah, je t'en prie Charles, hein. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, il a aussi sa propre chaîne YouTube quand il ne fait pas des scripts pour Poisson Fécond. Oui, ça s'appelle l'Ostrige. Et qu'est-ce que tu fais dessus donc? Eh ben récemment j'ai sorti une vidéo sur les brasseries à femmes qui étaient des sortes de bars très chauds de Paris pendant la Belle Époque. Oh. Mais il y a aussi un roman écrit par mes soins et lu par mes soins, voilà. Ok, bah allez checker ça si ça vous intéresse, vous avez le lien. A plus. À plus.